bah ici, c'est souvent situé dans le sud-ouest, vous n'êtes pas concerné. Alors, effectivement, on n'est pas concerné par l'épidémie en elle-même, mais par contre, on est concerné par les mesures sanitaires que l'État applique et nous demande d'appliquer. Et ces mesures, donc, écoutez, depuis la répétition des grippes aviaires, parce que ça a démarré en 2005-2006 les premières, après on a eu un épisode en 2015-2016, et à partir de cet épisode-là, donc le gouvernement a établi un arrêté qui s'applique à l'ensemble des élevages français, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient en bio, qu'ils soient industriels, et donc une application uniforme, et qui n'était pas du tout applicable sur nos petites structures, puisque nous on fait de la volaille plein air. Donc on nous demandait, en fait, c'était une politique, si vous voulez, de moyens à mettre en place déjà. Alors financièrement, ça demande des efforts qui sont catastrophiques pour les exploitants, pour les paysans. On a un équilibre financier qui est toujours très très fragile sur nos exploitations, qu'on soit des maraîchers, qu'on soit des éleveurs. Vous connaissez tous la crise de l'élevage, que ce soit laitier ou autre. Et ces efforts-là qu'on nous demande, donc financièrement déjà c'était impossible à mettre en place, hormis d'aller voir un banquier, mais quand vous allez voir un banquier, lorsqu'on est dans des situations déjà très tendues, on connaît la réponse. Et d'autre part, ces solutions, enfin ces moyens qu'on nous demandait ne pouvaient pas s'appliquer sur nos exploitations. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous, on travaille toute l'année pour fournir toutes les semaines des volailles aux consommateurs. Donc ça veut dire que chaque mois, on abat un certain nombre de volailles qu'on commercialise, et chaque mois, vous doutez bien qu'on rentre un certain nombre de poussins en fonction du nombre qui sort. Donc toute l'année, on a un afflux, un réapprovisionnement de volailles. Et ce qu'on nous demandait, c'était d'avoir un âge unique sur l'exploitation et pas avoir des âges différents pour essayer d'avoir une maîtrise sanitaire par rapport au risque de grippe aviaire. Donc déjà, par ce simple fait-là, on était condamné à savoir la non-mise en place de poussins pour remplacer ceux qui avaient été vendus. On nous demandait également aussi, parce qu'on a nos volailles, on les met quand elles sont toutes petites dans un bâtiment, et puis quand elles sont en âge de sortir, on ouvre les portes et elles se débrouillent jusqu'à la fin de leur vie, et elles vont courir dehors. Et on nous demandait de séparer les parcours en mettant du double grillage pour que les volailles d'âge différents n'aient aucun contact entre elles. C'est-à-dire que voilà, elles soient espacées, ce qui était complètement ridicule, puisque en ce qui concerne le virus de la grippe aviaire, c'est un virus qui est aussi bien aérien que lié au sol. Donc là-dessus, on était dans l'incompréhension totale. On nous a demandé aussi de mettre en place des sens de circulation sur l'exploitation, en fait une marche en avant, si vous voulez, quelque part. On nous a demandé aussi pour essayer, d'après eux, de maîtriser le risque sanitaire, de mettre en place des sas sanitaires, un petit peu comme dans une centrale nucléaire, si vous voulez. Vous changez de tenue avant de rentrer dans votre bâtiment d'élevage ou sur votre parcours, et à chaque fois que vous en ressortez, vous changez de tenue, vous rentrez dans un autre parc ou un autre bâtiment, vous changez de tenue, etc., etc. Donc à la fin de la journée, vous avez changé 300 fois de tenue. Donc je vous laisse imaginer comme c'est pratique. Et ça n'écarte en rien l'hypothèse que l'élevage puisse être contaminé. On le rappelle, le point de départ de la contamination, c'est effectivement les migrateurs, la faune sauvage qui peuvent être le point de départ, je dis bien qu'ils peuvent être parce que ce n'est pas toujours le cas, et ensuite la propagation peut se faire dans des élevages. Mais quand on analyse la situation, et cette année il y a eu un rapport qui a été demandé par le gouvernement auprès de l'ANSES, donc qui est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui a rendu son étude, là, il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un mois, sur les causes de la propagation de ce virus. Et on se rend bien compte que le point de départ, effectivement, ça peut être les oiseaux migrateurs, mais
la diffusion du virus, c'est les modes d'élevage. Et les modes d'élevage, plus de 96% des foyers de grippe aviaire sur cette dernière crise se sont situés dans le sud-ouest, plus de 96%. Et pourquoi dans le sud-ouest? Parce qu'il y a une manière de fonctionner au niveau des industries, parce que je n'appelle pas ça des fermes, qui est bien particulière à cette région-là, à savoir que chacun est spécialisé dans son domaine à un moment donné de la vie de l'animal, c'est-à-dire qu'une exploitation va recevoir le caneton ou le poussin, il va le faire grossir, ensuite cet animal va être déplacé en camion dans une autre exploitation qui va l'engraisser. Après, vous aurez une autre exploitation qui va recevoir d'autres animaux, ces animaux pour le gavage, si c'est des palmipèdes. Et ensuite, enfin, pour la dernière étape, ça va être le déplacement qu'à l'abattoir. Donc, vous imaginez bien qu'on a différentes étapes, des déplacements d'animaux en camion, des déplacements d'hommes, parce que ça nécessite des moyens humains. Et cette pandémie, elle se propage comme ça, c'est-à-dire qu'on a des épandeurs sur les routes, qui sont les camions, et qui épandent du virus, et qui vont de ferme en ferme ramasser les animaux, et forcément on n'a pas de difficulté à imaginer la transmission du virus. Donc en fait on appelle ça la segmentation du secteur, chacun est spécialisé dans son domaine. Et donc l'étude de l'ANSES a démontré ça au gouvernement, enfin a rendu son rapport récemment, comme je vous le disais. Donc on s'attendait à ce que le gouvernement prenne acte de ce rapport et tire les conclusions qui allaient de soi. En fait, il n'en est rien du tout, puisqu'au départ, le gouvernement devait faire un constat, un état des lieux des différentes méthodes de production, par exemple comme celle du Sud-Ouest, et puis les autres producteurs, les autres productions dans d'autres régions qui ne fonctionnent pas pareil. Par exemple, nous, on reçoit le poussin à un jour et il reste sur l'exploitation, il n'en ressort que lorsque on le vend au consommateur pour qu'il soit mis au four. En fait, il est abattu et il n'y a pas de mouvement d'animaux d'une exploitation à une autre. Donc, les risques de diffusion de la grippe aviaire par le transport ou par les hommes sont extrêmement limités. Et donc ce qui se trame là pour la saison prochaine, ce que les industriels ont demandé fortement au gouvernement, alors tout à l'heure on a parlé des syndicats FNSEA, Chambre d'agriculture, mais il faut savoir qu'eux ont prôné pour l'enfermement des volailles, toutes espèces confondues, à partir de l'automne jusqu'au printemps prochain, ce qui correspond à la période de migration des oiseaux, la venue des migrateurs et le retour des migrateurs. Donc que vous soyez un industriel de la volaille ou que vous soyez un paysan qui travaillait en bio sur une petite superficie et qui avait quelques centaines de têtes de volaille, c'est la même chose. Donc voilà ce qui risque de se passer sur les années à venir. On a mené un combat depuis plusieurs mois avec la Confédération paysanne et d'autres organisations, avec la FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, pour essayer d'apporter de l'eau au moulin et des stratégies pour endiguer cette crise. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise par le pouvoir, elle est appliquée à l'ensemble de la profession. Donc on ne cherche pas à savoir comment chaque profession, chaque secteur opère, quelle est la problématique précise dans chaque région. On ordonne une pratique, si vous voulez, on nous dit comment on doit pratiquer, on nous oblige à mettre en place des moyens donc, qui sont évidemment par conséquence coûteux financièrement et qu'on ne peut pas forcément assumer et qui ne répondent pas à cette problématique. Au départ, le gouvernement aussi envisageait de faire baisser les densités d'animaux dans les bâtiments justement dans le sud-ouest, parce qu'il faut savoir qu'il y a des densités énormes de canards ou de poulets dans ces bâtiments-là. Donc c'est des bombes atomiques, si vous voulez, ces bâtiments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un virus ou une bactérie qui tombe là-dedans, en quelques heures, les volailles soit
soit meurent, soit sont toutes touchées de toute façon. Distanciation physique. Voilà. Alors, ouais, vous aurez noté que pour le corona, on nous a demandé de ne pas être trop nombreux et d'essayer de garder de la distance. Mais là, c'est carrément l'inverse. Et donc, à partir de l'automne, ils vont demander à ce qu'on puisse enfermer les volailles. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les industriels ont dit, OK, on va fermer les volailles. Il faut que tous les producteurs indépendants et en bio, en plein air, ferment leurs volailles. Mais comme on a beaucoup de volailles, ça pose quand même un problème, donc il faudrait qu'on ait des bâtiments, qu'on construise des bâtiments. Donc il faudrait nous financer des bâtiments. Donc là, il y a une politique aussi de financement de bâtiments pour pouvoir, d'après eux, résoudre cette crise de grippe aviaire. Ce qui ne va rien résoudre du tout, puisqu'on aura toujours des densités, on aura toujours des déplacements d'animaux, des gens, des humains qui vont travailler au déplacement de ces animaux. Et la pandémie sera toujours là. Alors juste pour vous donner une info aussi qui donne un petit aperçu, la faune sauvage, cette année, en 2020, on a détecté 20 oiseaux qui étaient porteurs de la grippe aviaire. 20. Donc je ne sais pas si vous imaginez un peu, ça représente rien du tout. Et on a abattu 3,5 millions de volailles, notamment, je vous dis, à plus de 96% dans le sud-ouest. 1,2 million qui étaient a priori porteurs du virus H5N8, et 2,3 millions, 2,4 millions qui n'étaient pas porteurs, mais par principe de précaution, sur un périmètre de 5 km, on fait un abattage préventif. Donc que vos animaux soient sains ou pas sains, de toute façon, c'est une ordonnance préfectorale, et vous êtes obligé, vous avez les gendarmes qui viennent, qui font un balisage et qui observent que vos volailles soient abattues et après transportées à l'équarrissage. Donc il y a une chose aussi qu'il faut quand même dire, c'est que ces abattages, donc les éleveurs sont indemnisés, mais que les indemnisations, donc elles se font depuis que les grippes aviaires se répètent. Donc il y a eu 3 grippes aviaires en 5 ans. Et cet argent, c'est le contribuable. Donc chaque année, chaque épisode de grippe aviaire, le contribuable participe, encore une fois, à l'indemnisation de ces éleveurs, à la construction des bâtiments pour pouvoir enfermer les animaux. Donc on tend de plus en plus vers une agriculture industrielle de masse qui génère des problèmes et qui va générer de plus en plus des problèmes sanitaires, parce qu'à partir du moment où vous concentrez des gens ou des animaux, on s'expose à ce genre de problèmes. Donc le collectif Sauve-qui-Poule, lui, il a pris tout son sens pour essayer de combattre ce genre de choses avec des petits producteurs indépendants et avec des consommateurs qui sont soucieux de dire mais nous ce qu'on veut c'est pas des poulets qui sont tassés les uns sur les autres, c'est de la volaille qui va dehors, c'est des poules pondeuses qui vont dehors, c'est une alimentation locale aussi. Et puis je crois aussi que les décisions des gouvernements, elles se font uniquement, on en a parlé tout à l'heure, au regard de la balance commerciale, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, eux, c'est de pouvoir exporter le maximum de volailles industrielles dans le monde entier, puisqu'on fait partie des pays au monde où on exporte le plus de volailles. Alors on en importe, mais on en exporte aussi beaucoup plus. Et ce qui compte, c'est l'équilibre de la balance commerciale. Donc tant qu'on va raisonner comme ça, leur souci, c'est pas l'environnement, c'est pas le maintien des petits paysans, de l'agriculture locale, c'est uniquement l'économique et la finance. Et je terminerai là-dessus. Ils ont confié cette année la gestion de la grippe aviaire à un organisme qui s'appelle le CIFOP, qui gère c'est un comité interprofessionnel du foie gras, qui lui donnait, si vous voulez, au ministre de l'Agriculture la feuille de route à appliquer pour pouvoir maîtriser cette grippe aviaire. Donc autant vous dire que c'était pas du tout en notre faveur et que on va dans la dérive complète. Et je dirais même, on va avoir des cessations d'activité chez les petits parce que aucune possibilité d'investir, on va nous demander encore des moyens supplémentaires. On va devoir enfermer nos volailles, chose qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas les bâtiments pour, on n'a pas des volailles et des races et des souches adaptées pour être enfermées. Quand elles sont fermées, elles deviennent folles, elles se tuent.
Donc voilà, on a un avenir qui n'est pas très très joyeux. Donc on essaie de se battre de toutes nos forces, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Voilà, donc c'était un état des lieux de ce que nous avons passé, vécu les dernières années, et sachant qu'on risque de le retrouver dès les hivers prochains, puisque ça ne résoudra en rien ce problème de grippe aviaire par rapport aux annonces qui ont été faites. Voilà, je passe la parole à Carole. Oui, donc Carole Sanchez, donc éleveuse de volailles sur la commune du Thor, en bio depuis plus de 20 ans, en œufs, en poules pondeuses et volailles de chair. Donc ce que je peux, Denis a déjà pas mal, quasiment tout dit. Ce qu'on peut dire, c'est que le collectif, faut peut-être ajouter, c'est que le collectif Sauve qui Poule, donc qui a été créé en 2017, donc grâce aux citoyens, aux consommateurs, ça nous a permis en tout cas de mettre en place ou de faire reconnaître la différence de nos élevages. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu mettre en place un petit guide de biosécurité et de l'adapter à nos exploitations. Sauf qu'avec ce nouvel épisode de grippe aviaire, eh ben, on a l'impression qu'il va être lourdement remis en cause. Et si réellement ce qu'ils nous annoncent là actuellement devrait passer, c'est vraiment un tiers des petites exploitations d'élevage planaire qui vont fermer, qui ne vont pas tenir. Même nous, tout à l'heure, on en discutait. Bon, je vous dis, moi, franchement, si on m'impose d'enfermer les volailles, pour moi, aucun intérêt d'élever une volaille si elle est enfermée 6 mois de l'année. En sachant que c'est toujours la période hivernale où on a le plus de volailles, parce que l'été, les gens ne veulent pas allumer le four. Voilà, enfin, donc c'est pas là où on a le plus de ventes. Donc, en fait, c'est vraiment ce qui risque un peu de nous attendre. Et le souci, c'est que le consommateur, il n'aura plus vraiment de choix. Soit il va avoir le choix d'un poulet français, mais de batterie, c'est-à-dire d'élevage Indus, soit un poulet qui va arriver des États-Unis, du Brésil, ou du Canada, parce que faut dire aussi ce qu'il en est. Il y a le TAFTA derrière, il y a toutes les tu l'as dit, tu as parlé donc de la balance commerciale. Si c'est le CIFOG donc, qui a décidé un peu du fonctionnement des élevages en France, c'est parce qu'eux ne s'occupent que de la filière foie gras. Et il faut dire que quand on est en période de grippe aviaire et quand il y a la grippe aviaire en France, eux, ils ne peuvent plus exporter. Parce que pour du coup, les autres pays disent non, nous, on ne veut plus de vos produits tant que vous avez la grippe aviaire. Donc à un moment donné, ils se disent on va régler le problème de la grippe aviaire, plus d'élevage extérieur. Voilà, donc après, au niveau des antennes autres dans les départements, il y a d'autres choses? Au niveau, apparemment, ça c'est quand on parle de bien-être animal, c'est respecter la façon de vivre d'un animal quel qu'il soit. En l'occurrence, la volaille, pour bien vivre, il faut qu'elle puisse s'ébrouer dans la terre pour s'épouiller. Il faut savoir qu'une volaille mange principalement une protéine animale qui est les vers de terre, les insectes, enfin tout ce qu'elle peut trouver dans la nature. Ça veut dire que si demain elle ne peut plus aller à l'extérieur, on ne va pas lui apporter des vers de terre ou des criquets séchés, ou je sais pas trop comment on pourra apporter cette protéine animale. Oui, des farines animales, oui, peut-être, sûrement que ça va revenir. Mais voilà, mais c'est ça, c'est pouvoir les laisser en liberté. Et puis au niveau qualité de la viande, si une volaille ne court pas, elle ne se muscle pas. Et si elle se muscle pas, voilà, mais c'est ça en fait, c'est exactement comme nous. Denis a fait un petit parallèle entre Covid et grippe aviaire. Ce que je disais, on en parlait la dernière fois. La DDPP, c'est-à-dire la Direction départementale de la protection de la population, qui est ni plus ni moins que ce qu'on appelait les services vétérinaires avant, nous mettent toujours, quand on a affaire à eux, nous disent mais en fait, vous n'avez pas fait médecine. En clair, vous êtes des paysans, donc restez paysans, vous n'avez pas fait médecine, donc vous ne pouvez pas savoir. Alors effectivement, je n'ai pas fait médecine, mais je me dis, on parle d'un virus pour la grippe aviaire, oui, on parle d'un virus pour le Covid.
Bon, j'ai pas fait médecine, mais je me dis que le virus, tous les virus doivent avoir à peu près la même façon de se comporter, de se diffuser, de vivre. Donc pour le Covid, on nous dit donc, effectivement de rester le plus éloignés les uns des autres, de ne pas se concentrer dans des pièces. Et pour la grippe aviaire, c'est tout à fait l'inverse qu'on nous demande de faire. Donc à un moment donné, effectivement, j'ai pas fait médecine, mais j'aurais peut-être dû parce que là, j'ai pas compris. Voilà. Dis pas tous les virus, mais dis ces deux virus en tous les cas. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Tu verras que d'accord, voilà, ces deux-là. Voilà, donc à un moment donné, voilà, donc il faut. Voilà. Prendre la qualité de la production et de l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éleveurs ne sont pas maîtres chez eux, tout est calibré, ils doivent tout définir dans leur... C'est vraiment un métier qui est un métier, non seulement c'est un métier à risque aujourd'hui, compte tenu des normes, mais c'est les normes qui sont en train de tuer les éleveurs. C'est pas la pandémie. Je pense qu'il y a vraiment quelque part une recherche de nuire à l'agriculture paysanne, sinon on ne peut pas comprendre pourquoi on n'essaye pas de la sauvegarder. Donc, quelque part, nous on a interpellé, alors je dis nous, c'est le collectif. Le collectif est quand même créé par rapport au réseau des ANAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est parce que les consommateurs étaient reliés entre eux qu'on a pu construire le collectif. C'est la première chose qu'il faut savoir. Donc aujourd'hui, rassembler les consommateurs, c'est très difficile. Donc, alors, bien sûr, vous avez dit les clients, et je vous invite à aller déjà signer sur mesopinions.com, pétition animaux, élevage, volaille. Vous avez les coordonnées sur la table là-bas. Il faut faire du bruit, il faut que vous fassiez vous aussi le relais par rapport à vos amis, vos relations, vos réseaux. Il faut qu'on soit nombreux aujourd'hui pour faire monter la pression. En fait, il n'y a que ça aujourd'hui qui peut agir, puisque nous, sur le terrain, on ne nous reçoit pas. Ou quand on nous reçoit, on nous dit poliment qu'on n'a pas les compétences pour juger de ces choses-là. Donc c'est un niveau pour lequel le débat a lieu, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'écoute. C'est pas parce qu'on débat avec le ministre qu'on est écouté. Donc quels moyens nous, en tant que on va dire citoyens, on a pour interagir avec eux, si ce n'est le nombre, et de leur mettre la pression, et surtout de continuer à faire travailler les petits éleveurs à fond. Parce qu'on sait, on a déjà des témoignages aujourd'hui de paysans confédérés, et aussi les animaux DEF, parce que ce sont les deux syndicats qui sont montés au créneau. Forcément, ils défendent l'agriculture paysanne, qui, dans le sud-ouest, ont décidé de rentrer en résistance, c'est-à-dire qu'ils vont devenir carrément éleveurs hors la loi. Il faut le savoir. Et là, on a eu les faucheurs volontaires. Il y aura des éleveurs qui vont s'abstenir d'obéir aux lois. Et il faudra, comme ça s'est passé aussi dans les Landes, des citoyens, avec des fois, quelquefois aussi, représentation des maires, des communes, pour aller défendre ces élevages, pour couper la route à la police, pour empêcher une criminalité des poules, parce qu'ils sont en train de tuer des volailles qui n'ont absolument rien à faire dans les casseroles des broyeurs. Et voilà. Mais je crois que nous avons une obligation, si on veut résister, parce qu'on s'aperçoit que démocratiquement, à part de prendre le maquis, ça me paraît très difficile, il faut qu'on trouve des moyens de résister, déjà par la connivence, la complicité, le soutien aux éleveurs, et puis peut-être de formes nouvelles qu'il va falloir trouver ensemble. Je n'ai pas de solution idéale. On devrait effectivement, quand on discute avec les dirigeants de Biocop, ils sont tout à fait... de ce côté-là, ils nous soutiennent, parce qu'ils ont bien compris, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce qu'on a omis de dire, c'est que notre volaille risque d'être enfermée. Alors je dis bien risque, parce que moi, franchement, je ferai de la résistance et je ne les enfermerai pas. Mais donc, les éleveurs qui auront du mal à faire de la résistance et qui vont enfermer leur volaille, pourront continuer à dire que c'est de la volaille plein air. Donc c'est tout à fait de la tromperie du consommateur. Même les élevages en bio continueront à avoir leur certification bio, parce que c'est une nécessité nationale. C'est une dérogation. C'est pour vous protéger qu'on va faire les volailles. Ça s'appelle une dérogation. Voilà, c'est une dérogation. Donc on peut continuer à faire de la volaille en bio, en plein air, continuer à dire que c'est du bio et du plein air, même s'ils sont enfermés pendant 6 mois. Mais on sera hors la loi. En discutant justement avec les Biocop, en tout cas pour celles dont je sers, ils sont tout à fait à fond là derrière. Ils nous ont proposé plusieurs fois
de mettre des tables, enfin, de soutien pour aller faire. Mais bon, après, on n'a pas le temps. Enfin, nous, perso, en tant qu'éleveur, on n'a pas le temps d'aller devant les magasins et puis d'haranguer les clients en leur demandant de nous soutenir, quoi, voilà. Mais sinon, ils sont tout à fait pour ça. Après, les autres groupes, je ne saurais pas dire. Et les associations de consommateurs, que choisir, tout ça, enfin bon. Eh ben, en fait, je continue. En fait, moi, je pensais qu'on allait avoir gain de cause quand on a vu un peu le retour de l'enquête de l'ANSES. Je me suis dit, ah bon, ben ça va, ils ont compris que, voilà. Et puis, en fin de compte, on reçoit un mail là derrière en disant, ah ben non, en fin de compte, il faut quand même enfermer, et voilà, donc sont indemnisés, ou on va construire des bâtiments pour les enfermer, etc., etc. Mais non, mais on ne fait pas ça, quoi. Donc, du coup, je ne saurais pas... on n'a pas contacté les associations de consommateurs qu'on peut choisir ou autre, mais bon, bah, peut-être qu'il va falloir. Je pense qu'il va falloir le faire et alerter là-dessus, quoi, hein, parce que dernièrement j'ai vu passer un semi-remorque de Loué, la marque Loué, l'Indus Loué qui fait. Alors il y avait une belle image de poule en plein air, il y avait écrit Liberté sur la semi-remorque. Et je me suis dit, ah merde, mais. C'est du mensonge. Eux, ils communiquent, quoi. Donc, pour du coup, les gens disent, ah oui, on a acheté Loué, alors c'est pas grave, Loué, ils sont réellement en plein air, quoi. Alors que non, il faut savoir que de octobre, novembre, jusqu'au moins cette année, c'est arrivé jusqu'à fin mai, certains élevages qui n'ont pas eu leur dérogation, qui n'avaient pas le droit de les faire sortir demi-journée, ils ont eu leur volaille enfermée pendant 6 mois. Voilà, avec les dégâts que ça peut causer, hein, parce que... voilà, déjà au niveau sanitaire, moi j'ai dû attendre 15 jours avant d'avoir l'autorisation de pouvoir les lâcher parce que j'ai eu ma dérogation. Donc 15 jours avant d'avoir la dérogation, donc pendant 15 jours, on a enfermé la volaille, j'ai joué le jeu. Mais non, mais c'est du piquage, c'est voilà, ce qu'on a vu pendant le premier confinement, donc les gens qui se tapaient dessus, qui frappaient leurs femmes, qui frappaient leurs enfants, etc. Et ben, ça s'est fait pour les volailles, ils font exactement la même chose. À un moment donné, il y a l'instinct naturel qui prend le dessus, et il y a toujours des dominateurs, et les dominants pour prendre le dessus sur les autres. Donc voilà. La situation des adhésions des consommateurs au collectif Sauf qui poule. Parce qu'il y avait bien un projet d'adhérer au même... On est en train de remettre... On avait beaucoup d'adhésions qui n'avaient pas été correctement répertoriées, on va dire. Maintenant, on travaille. Alors, le collectif a été monté en 2017 et il s'est transformé en association cette année, le 4 février ou le 7 février 2021. Donc, c'est tout récent. Donc, maintenant, on passe sur des bulletins vraiment stricts et je crois qu'on doit être à peu près entre 300 et 400 adhésions. C'est très peu, hein, mais on a démarré, on a redémarré correctement cette année. Donc j'invite tout le monde à adhérer. Ça ne coûte pas cher l'adhésion. L'adhésion de base c'est 2 €, on donne ce qu'on peut. On donne plus. C'est pas grave, c'est même bénéfique parce qu'aujourd'hui on va avoir besoin d'action, on va peut-être les conduire aussi auprès de gens qui vont travailler avec nous. Parce que le volet scientifique, on doit aussi le construire. Pour nous aider à porter le dossier, dire que la question de l'incrimination des oiseaux sauvages ne tient pas debout. Donc c'est déjà un point qui est important. Mais malgré ça, parce que à l'ANSES, il y a un gros problème. C'est qu'il y a des études qui portent, dont le gouvernement se sert pour nous mettre dans cette situation d'ailleurs de dire que c'est les oiseaux sauvages, à faune, qui viennent importer la problématique. Et dedans, nous avons des chercheurs aussi qui disent que c'est le mode d'élevage qui produit ce développement aussi massif de la pandémie. Donc, et ils n'ont plus de comité éthique à l'intérieur de l'ANSES. Il a fondu, sûrement parce que ils arrivaient à un tel point de mésentente que ça pose un véritable problème aussi du fonctionnement de ces organismes.